Au sommaire de ce numéro, pas de grandes découvertes scientifiques qui vont bouleverser notre existence dans les prochaines années. Non, une succession de petites innovations qui sont là pour nous montrer que, dans cette période encore troublée, où l'échelle des valeurs a changé, eh bien, il faut toujours miser sur la recherche, l'innovation, pour relever un certain nombre de défis. J'ai sélectionné 4 défis. Premier défi, l'exploration des fonds océaniques. C'est vrai, on n'a pas souvent l'occasion d'en parler. On parle beaucoup plus de l'espace que des profondeurs des océans. Et pourtant, ça nous concerne directement. Alors, il faut tout de même avoir présent à l'esprit que paradoxalement, il est plus facile, à mon avis, d'aller dans l'espace sur le plan technique que d'aller dans les grandes profondeurs. Pourquoi ? Parce que là, ce sont des conditions, disons, épouvantables. C'est bien sûr le froid, l'obscurité, on l'a dans l'espace. Mais surtout, c'est la pression. Dans l'espace, c'est le vide, c'est-à-dire une atmosphère en moins. Dans les profondeurs, c'est 1 kilo de pression supplémentaire par centimètre carré chaque 10 mètres. Autrement dit, si on plonge à 6000 mètres de profondeur, il va y avoir sur chaque centimètre carré de la coque une pression de 600 atmosphères, disons 600 kilos par centimètre carré. C'est terrible. Alors, jusqu'à présent, disons, seuls quelques pays ont été capables de relever ce défi. La France était très bien placée, puis un peu laissé la place, surtout les États-Unis, la Russie, le Japon, et puis maintenant les Chinois. Il faut dire que ce qui a relancé la recherche océanographique, eh bien, ça a été la guerre froide, l'avènement des sous-marins atomiques, des sous-marins nucléaires capables de plonger beaucoup plus profond. Et il fallait avoir des connaissances du milieu marin, notamment pour échapper à l'ennemi. Un exemple. En 1985, vous vous souvenez, une expédition avait été montée par la Navy américaine avec le Ballard pour aller rechercher l'épave du Titanic. En fait, c'est pas vrai. Le point de départ, ça a été une expédition financée par la Navy américaine pour demander à M. Ballard, grâce à son engin plongeant, d'aller rechercher les épaves de 2 sous-marins nucléaires qui avaient coulé mystérieusement presque à l'endroit où était le Titanic. Et il fallait engager une course de vitesse parce que les Russes, les Soviétiques à l'époque, étaient très intéressés par ces épaves. Et donc Ballard a découvert les 2 épaves des sous-marins nucléaires et il lui restait un petit peu de temps de libre. Et du coup, comme il était passionné par l'histoire du Titanic, il n'était pas le seul d'ailleurs, eh bien, il en a profité pour ratisser les fonds et et aux merveilles, il a découvert le Titanic et la suite, vous le connaissez. Donc, du nouveau, du côté français, ça fait plaisir, de l'Ifremer, qui a dévoilé un nouvel engin d'exploration, j'oserais dire, mi-drone, mi-sous-marin, que vous voyez ici, Ulysse. Drone, parce qu'il est autonome, donc sans lien avec la surface, et sous-marin, parce qu'il peut plonger jusqu'à 6000 mètres de profondeur et circuler au fond de la mer, évoluer pendant 24 à 48 heures. Ulysse est innovant de par ses moyens d'observation, sonar, caméra haute définition, mais surtout parce qu'il sait adapter de lui-même sa mission aux découvertes qu'il a faites. Autrement dit, c'est à la mode, il a une intelligence artificielle. C'est un véritable couteau suisse pour l'Ifremer. Il sera, bien sûr, au service d'abord des scientifiques, des géographes, des océanographes, des biologistes pour la quête de la vie, et puis, on oublie les vulcanologues, évidemment, parce que c'est souvent au fond de la mer que naissent les fameuses plaques qui recouvrent notre planète. Et puis, ne l'oublions pas, les industriels pour l'observation des câbles sous-marins qui sont tout de même utilisés pour la moitié du trafic d'Internet. Et puis, bien entendu, là c'est beaucoup plus secret, au service des militaires. Deuxième défi, non plus sous l'eau, mais en l'air, défi de l'espace. Vous avez vu que tout récemment, les Chinois ont mis sur orbite le premier élément
de leur future station spatiale, disons l'équivalent beaucoup plus petit de l'ISS, un peu la réplique de ce qu'a été la station Mir. Et puis, tout récemment, ils ont relevé ce défi, ils ont réussi, pour la première fois, du premier coup, à se poser en douceur sur Mars avec Zhuron, chose que seuls les Américains ont réussi. Si vous voulez, cette réussite parfaite sur le plan technique mérite un grand coup de chapeau et surtout ça montre la maturité maintenant des Chinois dans le domaine spatial. Ils ont acquis, à mon avis, le label de deuxième puissance spatiale derrière les États-Unis et devant la Russie et l'Europe. Troisième défi sur Terre, dans nos villes. Qu'est-ce qu'on appelle la mobilité? Vous savez, nos villes sont en quelque sorte asphyxiées par la circulation automobile. Mais attention, il y a la voiture individuelle, mais on l'oublie trop souvent, il y a les camionnettes et les camions de livraison. Et la mode ce qu'on appelle le drive, c'est-à-dire des commandes et des livraisons à distance, ne va faire que compliquer les choses. Alors, c'est vrai que dans les villes, pour se déplacer, il y a deux façons. Il y a soit la voiture individuelle, soit les transports en commun. Une solution très efficace, mais qui est tout de même très lourde et très chère. D'où l'idée de rechercher de nouveaux moyens de transport qui allient la souplesse et la facilité de l'emploi de la voiture, il faut bien le reconnaître, avec l'efficacité des transports collectifs, c'est-à-dire abondants, pas chers et surtout qui circulent sur des voies indépendantes, autonomes. Curieusement, cette idée-là trottait dans l'air dans les années 70, avec l'apparition des premiers ordinateurs, de l'informatique. Et un certain nombre d'entreprises se sont penchées sur le développement de petits véhicules autonomes qui se déplaçaient en quelque sorte à la commande. Boeing, Otis, Matra développèrent des prototypes de cabines de 4 à 10 places, allant d'un point à un autre, sur demande, sans s'arrêter, sans correspondance. Même la Matra, avec Aramis, a été jusqu'à faire des prototypes. Mais tout ceci est tombé dans les oublis avec le développement et surtout la baisse du coût des prix des automobiles. Et voilà, curieusement, que cette idée vient d'être reprise par les étudiants de 4 écoles d'ingénieurs de Nancy. Son nom, Urban Loop, comme boucle, vous allez voir pourquoi. L'idée donc, ce sont des petites cabines à seulement 2 places, circulant sous terre dans un petit tube juste d'1 mètre carré de section, de façon à abaisser le coût de l'infrastructure. Vitesse 60 km/h. Ces engins sont donc entièrement automatiques, à propulsion électrique, et capables de choisir eux-mêmes l'itinéraire pour aller d'un point à un autre. Autrement dit, on revient à l'idée de la voiture autonome. Vous lui demandez d'aller à tel endroit et l'engin se débrouille tout seul. Pour l'instant, des modèles numériques ont été faits, des démonstrations à l'échelle 1/10 en laboratoire, et même un démonstrateur grandeur nature sur une boucle de 300 mètres. Prochaine étape de ce projet, l'installation dans la ville de Nancy de 3 boucles, avec bien sûr les voies, les tunnels, les stations, les aiguillages, et puis bien sûr un poste de contrôle, un superviseur. Donc, innovation intéressante, j'oserais dire à suivre, mais personnellement, je suis un peu en retrait, ayant vu tout de même les échecs des précédentes innovations dans ce domaine, parce qu'il faut que ce système, la clé de ce système, c'est son efficacité, bien entendu, mais surtout l'acceptabilité du public. Or, je me pose la question, des toutes petites cabines pour seulement 2 places, lorsque vous vous présenterez avec une famille nombreuse, lorsque vous aurez les bagages, une poussette, je ne suis pas sûr que ça remplisse son rôle. Quatrième défi, et non des moindres, allez,
on mettait ça sous l'étiquette le réchauffement climatique, autrement dit le changement de climat à la surface de la planète. Avec, on a déjà parlé, le recul des glaciers, l'élévation du niveau de la mer de 4 mm par an, les modifications que l'on observe au Groenland et surtout en Antarctique. Et tout récemment, le satellite européen Copernicus d'observation de la Terre a montré ces images que vous voyez actuellement on dit d'un iceberg, enfin disons d'un bloc de glace en Antarctique, dans la mer de Ross, de 4300 km qui est en train de se détacher de l'Antarctique. Alors, est-ce un iceberg ou un morceau de banquise? Quel est le mieux pour y répondre qu'un vice-président du GIEC, prix Nobel, mais également glaciologue de formation, notre ami Jean Jouzel? Oui, là c'est un iceberg qui se déplace, qui s'est détaché vraiment ce qu'on appelle une plateforme de glace. Alors, ces plateformes de glace sont formées par le prolongement, disons l'écoulement des glaciers qui viennent du centre de l'Antarctique, disons s'enfoncent dans l'océan, avancent dans l'océan. Donc ces glaces ne fondent pas et ça forme des plateformes de glace qui, disons, au contact du continent peuvent faire une centaine de mètres d'épaisseur, même plus, et puis ça s'amincit à mesure que la glace s'avance dans l'océan. Ce sont vraiment des plateformes de glace immenses, des plateformes flottantes formées essentiellement de glace qui vient du continent. Ce sont bien des icebergs. Dans ce cas-là, c'est un iceberg qui fait 4000 km² à peu près, 170 km de long. Et donc, il faut imaginer une plateforme de glace un peu plus petite que la France, disons métropolitaine, les 3/4 de la France métropolitaine, et s'en est détaché, disons, la superficie d'un demi-département français. C'est un processus naturel. À mesure que ces plateformes de glace avancent dans l'océan, eh bien, la partie qui est le front océanique disons, se fragilise et naturellement, ça se casse périodiquement. Ce sont des glaces flottantes et donc celles-ci, une fois qu'elles ont fondu, occupent le même volume que, disons, ne change pas le volume de l'océan. Ceci étant, ça nous permet de dire quand même que l'élévation du niveau de la mer actuellement est de près de 4 mm chaque année, qu'il y a pas loin d'1 millimètre qui est lié pratiquement à l'Antarctique, un peu moins, mais disons, le Groenland contribue, les glaciers continentaux, aussi le réchauffement de l'océan se réchauffe, il se dilate, mais dans ce cas-là, le problème de ces plateformes de glace, c'est qu'elles ont comme propriété de ralentir, évidemment, de bloquer l'écoulement des glaces qui viennent de l'intérieur des continents. Disons, le fait que ces plateformes disparaissent ou au moins diminuent d'épaisseur et de volume, eh bien, libère d'une certaine façon l'écoulement des glaces qui viennent du continent. Et cela, ça risque de participer, ça participe déjà un peu, disons, à la contribution de l'Antarctique à l'élévation du niveau de la mer. On ne va pas se quitter sans une pensée émue, surtout à titre personnel. Vous connaissez André Braic, brillant scientifique, astrophysicien, mais surtout peut-être l'un des plus grands vulgarisateurs de son époque. On le connaît, bien sûr, pour ses travaux scientifiques, sa modélisation des anneaux de Saturne, sa découverte des anneaux Neptune, mais par le calcul, et que l'on a découvert après par les engins d'observation. Mais surtout, il restera pour le grand public comme étant un grand vulgarisateur, où il faisait passer sa passion bien sûr pour l'astrophysique, mais sa passion également de manière générale pour la culture scientifique et pour la science. Et j'ai une pensée émue et particulière pour sa compagne, Isabelle, que je salue, également grande scientifique, professeure à l'université, à qui je dois beaucoup dans ma carrière.